cet atelier organisé par la FNTC. Nous allons passer 45 minutes ensemble autour de la dématérialisation des factures et la généralisation de cette dématérialisation à partir de 2024. Alors, première chose, pour aller directement au cœur du sujet, on ne va pas avoir une longue introduction sur ce qu'est la FNTC. La FNTC, c'est la fédération des tiers de confiance du numérique. Donc déjà, ça en partie explicite. Et puis, si vous voulez en savoir plus, ce qui est une bonne initiative, eh bien, nous vous appelons tout naturellement à aller sur le stand. Vous avez des personnes, vous avez des publications, vous avez les travaux. Et puis, nous serons là aussi pour pouvoir en débattre. Par rapport à la généralisation de la facture électronique en 2024, avant d'attaquer cet atelier en donnant la parole aux intervenants, moi-même je suis Arnaud Belaï, je vais me livrer à un petit sondage à main levée. C'est anonyme, ce n'est pas filmé. Je vais vous demander si vous connaissez très bien, un peu ou pas du tout le projet de réforme 2024-2026 pour la généralisation de la facture électronique, e-invoicing, e-reporting, PDP, etc., etc. Alors, qui connaît très bien? Ah oui, quand même. Donc on attend vraiment des questions, et puis vous allez même venir à notre place s'il faut. Qui connaît un peu? Ne vous inquiétez pas, on va essayer quand même de vous remettre dans le train pour que vous puissiez profiter des interventions. Et qui ne connaît pas vraiment? Lui, c'est un menteur. On n'en tient pas compte. Donc, on a quand même un public qui a un certain niveau de maturité sur les questions. Et c'est pourquoi on va commencer tout de suite par les questions compliquées avec Pascal Agosti, les questions juridiques, fixer le cadre du débat. Des questions très compliquées. Finalement, c'est quoi une facture et c'est quoi une facture électronique? Juste pour commencer, là. D'accord. Ah, celui-là, il ne marche pas. Hein. 1, 2, vous m'entendez? Ok. Oui. On se tutoie entre nous. Ouais. Ok, donc, en fait, je vais répondre à tes questions, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, ce que je voudrais remettre un petit peu en perspective, c'est ce qu'est une facture. Parce que, ici, beaucoup d'entre vous sont là par rapport au volet fiscal de la facture. Sauf qu'il n'y a pas que ça. La facture, c'est un document commercial par essence. C'est un document commercial qui est également présent dans d'autres domaines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette approche protéiforme de la facture apporte quelque chose de différent que le simple prisme fiscal. Une facture, vous avez entendu, hein, j'ai dit que c'était un document. Pourquoi? Quand on se retrouve devant un tribunal et qu'on doit prouver la réalisation d'une prestation, eh ben, on amène la facture. On amène la facture qui est là pour dire, voilà, tout a été fait en bonne et due forme, ils ont payé, terminares. Donc, déjà, l'approche probatoire est aussi une approche forte de la facture. Mais maintenant, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la facture et de la facture électronique dans le domaine fiscal. Donc, la facture électronique, lorsque l'on prend l'article 289 du Code général des impôts, il y a différents éléments qui rentrent en jeu: authenticité de l'origine, intégrité du contenu, lisibilité de la facture, de l'émission jusqu'au terme du délai de conservation. En gros, c'est quelque chose qui se comprend dans sa globalité. Tous les moments sont importants par rapport à ce cycle de vie. C'est l'article 289.5, pas 6. L'article, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est jusqu'à une période très récente que nous allons évoquer entre Arnaud et Jean-Mathieu, il y avait un besoin d'une acceptation préalable du destinataire de cette facture électronique. Là, c'est l'article 289-6 du CGI. OK? Donc, voilà un petit peu ce que c'est. Différentes façons de sécuriser la facture. Facture sous format EDI, facture avec une signature électronique avancée, qualifiée, maintenant qualifiée, et également une facture électronique avec derrière une piste d'audit fiable. Voici les 3 moyens de sécuriser la facture.
électronique. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a cet article 289.6 du CGI qui parle de l'acceptation, et il y a eu, par rapport à toutes les questions autour de la fraude, autour de ces éléments de contrôle fiscal, tout un mouvement au niveau de l'administration fiscale française, mais que vous voyez aussi en Italie, par exemple, où cette facture électronique était parée de toutes les vertus. Et où on se dit, grâce à cela, les moyens d'assurer un contrôle efficient, une vérification efficiente de la facturation, on peut passer d'une acceptation préalable au fait que la facture doit être électronique et elle devient obligatoire. C'est le cœur même de la réforme, l'obligation de disposer d'une facture électronique. Pour l'instant, je parle à ceux qui n'ont pas beaucoup encore d'expérience dans le domaine. Voilà, ça c'était un premier point. On est en septembre 2021. En septembre 2021, il y a une ordonnance qui sort. Et cette ordonnance, elle nous parle de comment on va mettre tout ça en œuvre. Je vous ai parlé d'un article 289 du CGI. Maintenant, il y a aussi l'article 289 bis du CGI. À côté de l'obligation de facturation électronique, se pose une autre obligation, c'est celle de faire du reporting autour de données. Si vous voulez, on est à la fois sur une approche documentaire de la facture, mais également sur une approche de flux données. Donc, on est sur ces deux aspects. Tout avance. Je ne vais pas rentrer dans les sanctions, dans la plateforme. Je laisserai le soin à Arnaud d'en parler. On avance et au mois de janvier dernier, puisque c'est un projet qui doit être porté à l'échelle communautaire, puisque dérogatoire au cadre réglementaire européen, on se retrouve avec une dérogation de la Commission européenne qui met en avant cette dérogation, justement, qui intègre cette dérogation et qui met en exergue le fait qu'on est obligé, pendant une période de quelques années, de disposer uniquement de la facture électronique. Donc là, ce que je vous ai fait, c'est je vous ai brièvement dressé les différentes étapes chronologiques du projet en termes juridiques. Donc, allô, allô ? Allô ? Il était question d'une dérogation par rapport à un règlement européen C'est bien ce que je disais, Arnaud, c'est que, si vous voulez, on va se remettre. Il y a une directive, une directive de 2006 qui a été modifiée en 2010. Et cette directive prévoyait ce que je vous ai dit sur l'acceptation préalable du destinataire. Pour déroger à cela, on a été obligé de passer par la voie dérogatoire. On a vu dans les différents documents qui datent de décembre 2021 comment l'administration fiscale française entendait les principes de ce qu'elle devait être l'archivage électronique dans le futur. Je ne parle pas du rapport dont tu parleras sans doute, Arnaud, mais ce que vous devez comprendre par rapport à ça, c'est que cet archivage de la facture électronique, cette obligation de généraliser la facture électronique ne va pas sans une modification profonde de l'écosystème de la facture électronique. Et tout ce qui va concerner les principes de la réforme, je laisse le soin à Arnaud de l'exposer. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être même la majorité des personnes, connaissent assez bien ce qui va se faire, ce qui se prépare, les enjeux. Et pour certains, c'est un petit peu moins clair. Donc, pour remettre un petit peu au niveau, je vais essayer en quelques minutes de resituer les enjeux de la réforme. Puis, si vous connaissez très bien, vous n'hésitez pas à contester, à compléter ou à opiner. De quoi parle-t-on ? Déjà, on va parler, de façon un petit peu simple, de la disparition du papier pour tout ce qui est les factures B2B. C'est de ça dont il s'agit.
Et déjà, quand on a dit ça, on est sur des enjeux qui sont assez considérables. Les chiffres peuvent être discutés, discutables, mais en gros, on estime, on parle de 2 milliards de factures et de 4 millions d'entreprises, parce que ce sont toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises. Donc déjà, on a dit 2 milliards de factures, 4 millions d'entreprises. On voit que c'est un projet obligatoire qui concerne un certain nombre d'acteurs économiques, qui a donc une ampleur particulièrement considérable. Alors pourquoi on se lance là-dedans? Pourquoi les pouvoirs publics se sont lancés dans cette aventure? Pourquoi ils ont demandé une dérogation à l'Europe? Il y a 4 raisons. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, il y en a 4. Favoriser la compétitivité des entreprises par la diminution des charges administratives, augmenter les délais de paiement. Il y en a qui sourient, qui lèvent les yeux au ciel même. On a aussi la volonté pour les pouvoirs publics de suivre l'activité un peu en temps réel pour pouvoir piloter l'économie. Relevage de yeux au ciel. Troisième argument, à terme, donc un peu plus tard, pas tout de suite, la possibilité de favoriser, simplifier la vie des entreprises, notamment avec la déclaration pré-remplie de la TVA. À terme, c'est pas tout de suite. Puis un quatrième argument, entre nous, il ne faut pas dire, mais c'est peut-être celui qui compte le plus, c'est tout ce qui concourt à la lutte contre la fraude à la TVA. Et là, on est sur des enjeux qui commencent à être assez sérieux. On parle, je crois, de 130 milliards en 2019 au niveau européen, qui sont perdus. Et vous voyez tout de suite que parmi tous ces arguments, il y en a peut-être un qui pèse un peu plus que les autres et qui explique, je dirais, la motivation des pouvoirs publics. Il s'agit de récupérer des milliards liés à la fraude à la TVA. Et c'est pour ça que il y a une forme de volontarisme et aussi un calendrier. Alors quel calendrier? Le calendrier il est fixé par les textes. Vous avez entendu parler du 1er juillet 2024. Les grandes entreprises vont émettre les factures électroniques, c'est obligatoire. Puis 1er juillet, après 1er janvier 2025, les entreprises de taille intermédiaire. 1er janvier 2026, les PME et les micro-entreprises. Peut-être que certains d'entre vous disent « Ah, ouf, je ne suis pas une grande entreprise, je suis tranquille jusqu'en 2026. » Non, perdu. Perdu parce que dès le 1er juillet 2024, puisqu'il y a obligation d'émission pour certains, il y a obligation de réception pour tous. Donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées d'une façon ou d'une autre par la réforme dès le 1er juillet 2024. Et là, on commence à dire que, ah oui, 2 milliards de factures, 4 millions d'entreprises, 1er juillet 2024. Finalement, c'est peut-être pas aussi confortable que ça. Il est bien de venir s'informer lors des ateliers et des conférences. Comment ça va fonctionner tout ça? Ça va fonctionner autour d'un principe, poétiquement appelé modèle en Y. Alors pour ceux qui connaissent la dématérialisation des factures vers la sphère publique, Chorus, il y a une seule plateforme publique. Là, c'est un modèle qui est un peu différent. Il y aura bien une plateforme publique, mais aussi des plateformes privées, dites PDP, plateforme de dématérialisation immatriculée. Il y a donc un ensemble public-privé avec une plateforme publique et plusieurs plateformes privées, on ne sait pas encore combien, un certain nombre, qui devront être immatriculées avec des mécanismes d'interopérabilité. Ça, c'est pour l'architecture qui a été retenue. Et puis, vous dites, des plateformes privées, des plateformes publiques, des milliards de factures, le premier toit, c'est déjà pas mal tout ça. Hein. Oui, mais ce n'est pas fini. Parce qu'au-delà de la dématérialisation des factures et invoicing, il y a encore un truc qui est d'envoyer des données à l'administration fiscale qui ne sont pas dans les factures. On appelle ça, au bon français, le e-reporting. Et ce sont des données liées aux transactions, liées aux particuliers, B2C, liées aux opérations avec des opérateurs à l'étranger, des données sur les statuts de paiement. Enfin voilà, c'est encore plus compliqué. Donc des double modèle, plateforme publique, plateforme privée, double obligation, e-invoicing pour les factures, e-reporting pour la transmission d'autres données à l'administration fiscale. Voilà en résumé. Si c'est trop compliqué, je recommencerai, mais après. Si c'est trop simple, écoutez, je vous laisserai refaire l'exercice parce que c'est sans doute des choses qu'on aura à faire, nous tous, dans les semaines et les mois qui viennent, c'est d'expliquer cette réforme à des gens qui ne la connaissent pas, c'est normal, mais qui en sous-estiment certainement l'ampleur et l'importance. On vous avait promis la position de la FNTC sur cette réforme. Avec mes collègues, on va porter cette position.
pour dire finalement qu'est-ce qu'on en pense. D'abord, la première chose à dire, c'est que la FNTC, ses membres, ses adhérents qui travaillent dans la signature, l'archivage, les professions réglementées, les éditeurs, les prestataires de services, on est par nature favorable à la dématérialisation. C'est notre métier, on y croit. Donc tout ce qui concourt à la dématérialisation, à l'économie numérique, une économie numérique de confiance, on est particulièrement favorable. Donc même si on force un peu la main des entreprises pour y aller, c'est quelque chose qui va plutôt dans le sens de ce que promeut la FNTC. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième aspect, j'ai commencé à l'introduire. Oui, je mets un peu plus fort. Le deuxième aspect, j'ai commencé à l'introduire, c'est ce modèle mixte entre la plateforme publique et les plateformes privées. Les plateformes privées dématérialisées, PDP, immatriculées, ça ressemble à une forme de certification, agrément. En gros, c'est des nouveaux tiers de confiance. Donc la FNTC, on est plutôt favorable à un mécanisme qui repose sur l'association de la sphère publique et de tiers de confiance issus du secteur privé. D'une façon générale, d'ailleurs, je pense que les acteurs reconnaissent que dans la préparation de cette réforme, à travers des groupes de travail avec l'administration fiscale, il y a une véritable coopération, collaboration, écoute, échange avec le secteur public pour travailler sur le fond. Ça n'a pas toujours été le cas, on n'a pas reproché à la sphère publique de ne pas suffisamment être coopérative, et là c'est le cas, donc autant aussi s'en féliciter. Si. En revanche, il y a un petit point, et c'est vrai, qui chagrine la FNTC. On est plus dans le domaine de perplexité, incompréhension, c'est la question de l'archivage gratuit par la plateforme publique. Donc on a vu les textes apparaître, la plateforme publique a vocation, à la volonté de proposer un archivage, a priori un archivage à vocation probatoire, gratuit, et pendant 10 ans. 10 ans, c'est la durée du droit commercial, ce n'est pas la durée du droit fiscal. Alors pourquoi perplexité, incompréhension, voire inquiétude? D'abord, il y a tellement de choses à faire, pourquoi la sphère publique s'embarque dans un nouveau chantier qui n'est pas strictement indispensable à la démat des factures, à la lutte contre la fraude fiscale? Pourquoi rajouter ça? Deuxièmement, le système, avec tout ce qu'il nécessite comme effort, comme travaux, comme respect des délais, comme complexité, repose sur l'association d'acteurs privés, notamment les acteurs de la dématérialisation. Et eux aussi vont, à leur niveau, concourir à la réussite du projet. Leur dire, on vous embarque, on va travailler ensemble, mais en même temps, on fait votre boulot gratuitement à votre place, c'est une façon de motiver qui est un peu discutable. Le système dit en Y, avec les plateformes privées, permet de reprendre ce qui existe déjà vis-à-vis des logiciels de facturation avec les éditeurs, vis-à-vis des prestataires EDI. On ne casse pas l'existant, on l'intègre. Là, pour l'archivage, non, on va faire gratuit. Donc là, honnêtement, ça nous chagrine. Ça nous chagrine d'autant plus que l'archivage à vocation probatoire, on a la fierté de le dire, c'est un métier. C'est un métier avec sa responsabilité. L'archivage, c'est un transfert de responsabilité par rapport à l'archive. On s'engage à la garder intègre, on s'engage à ne pas la perdre. C'est quoi les engagements de service de la plateforme publique en cas de perte de facture, en cas de perte d'intégrité? Quel est le niveau de pénalité? Autant de questions sur lesquelles on ne va pas forcément avoir des réponses très rapides. Quand les entreprises auront des contrôles fiscaux issus de la sphère publique et que pour prouver leur bonne foi, devront aller chercher les preuves numériques chez un acteur public qui passe son temps à travailler avec l'administration fiscale, sans mettre nullement en doute l'intégrité des agents publics, vous voyez bien qu'on est dans un système qui n'est pas très naturel. Donc tout ça concourt à une, je dirais, vive réserve de la FNTC sur le sujet. Et on n'est pas vraiment les seuls, puisqu'il y a un sénateur qui, en février, a fait une question écrite au gouvernement, M. Patrick Chaize, et lui s'exprime en des termes un peu plus explicites ou vifs. Il parle, lui, de gratuité du service d'archivage qui est considéré comme une distorsion de concurrence, pouvant causer un lourd préjudice financier aux acteurs de l'archivage électronique. Donc, nous ne l'avons pas dit, c'est lui. Et il souligne également, ce sénateur, dans sa question écrite au gouvernement, que l'archivage électronique à vocation probatoire, les tiers archiveurs, ceux qui sont certifiés, par exemple, autour de la norme Z42013, eh bien, c'est un des rares domaines, à un moment où on parle de souveraineté numérique, où les acteurs français, européens, arrivent à tirer leur épingle du jeu face à des géants du numérique américains, pour ne pas les citer.
Donc voilà la position de la FNTC. Donc n'oubliez pas les deux satisfecit autour de la généralisation de la démat et du modèle mixte public-privé, mais quand même ce gros bémol sur cette incompréhension sur la gratuité de l'archivage. Maintenant, vous allez dire tout ça, c'est un peu des jérémiades de prestataires. Qu'en pensent les utilisateurs? Le mieux, c'est de leur demander. Nous avons là un grand utilisateur, donc monsieur Jean-Mathieu, du groupe Orano. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte les 5 dernières années, Orano, ce n'est pas un biscuit au chocolat. C'est quelque chose qui a un vaguement rapport avec Areva, mais tu vas nous l'expliquer en quelques secondes. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis record manager au sein du groupe Orano depuis maintenant 4 ans et Orano est tout simplement l'ex-Areva. Voilà, effectivement, il faut vraiment que je colle. Orano est l'ex-Areva, du coup, donc travaille dans le domaine du nucléaire. L'idée est de partager avec vous une vision un petit peu utilisateur et mise en place de la facturation électronique sur quelques minutes. En complément des messages envoyés par mes confrères, ce que je veux dire par là, c'est que la facturation électronique dans sa mise en place est vue comme une opportunité. Orano est engagé depuis maintenant près de 3 ans dans une transformation digitale et du coup la mise en place de la facturation électronique est vue comme étant finalement un supplément naturel par rapport à une logique de dématérialisation des processus. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la facture électronique est donc du coup une typologie documentaire classique et donc à ce titre elle est traitée comme étant un document engageant, un document finalisé et probant qu'il est donc important de pérenniser dans le cadre d'une dématérialisation des processus. La mise en place tout simplement de la partie finance d'Orano sur ce sujet-là a été tout simplement d'aller vers un portail qui puisse être immatriculé, qui du coup puisse servir vraiment d'intermédiaire entre l'émissaire, donc c'est-à-dire Orano qui émet la facture et qui la met du coup à disposition sur la plateforme pour son fournisseur. Ça permet derrière de déclencher tout un mécanisme de suivi. Et en bout du compte, on a également fourni par ce prestataire-là un archivage au sens légal du terme. L'idée également, par rapport à l'émission de cette facture, c'est aussi de réfléchir à la conservation de tous les éléments dont ont parlé mes collègues autour de l'environnement de confection de la facture, donc un certain nombre de données autour de la facture qu'il est important du coup de pérenniser. Concrètement, chez Orano, la facture est émise par un ERP classique et ensuite, du coup, c'est ce PDF natif qui est mis à disposition sur la plateforme. Mais à côté, forcément, il y a dans nos jeunes métiers conserver un certain nombre d'éléments de référencement autour de la facture qui est là intéressant du coup pour nous de conserver et d'archiver également. Et du coup, c'est pour cela que chez Orano, l'optique est la suivante, c'est à la fois de bénéficier de l'archivage légal qui est produit au niveau de la plateforme, mais également, nous, derrière, de conserver au sein de notre propre système d'archivage électronique la copie de la facture avec également les éléments de métadonnées autour. L'idée, vous voyez, est d'effectuer une vraie redondance de l'information pour éviter tout problème d'accès, éventuellement ensuite, si nous n'avons qu'un seul point de consultation. Peut-être à ce stade-là, juste une petite question, mais pour Pascal. Je suis là. Orano va archiver, donc va bénéficier de la plateforme publique, puisque c'est gratuit, profitons-en, mais aussi avoir son propre SAE. Elle est où la vraie facture là-dedans? Très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Par rapport à ça, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la facture dite d'origine, c'est d'abord l'article 289.6 du CGI. J'aime pas être comme ça, attends. Je change, je suis de travers, j'aime pas. Ah, donc c'est mieux comme ça. L'article 289.6 du CGI, sur lequel s'appuie la dérogation et l'acceptation, est celui qui parle de facture d'origine. La notion de facture d'origine disparaît avec la déro. Donc, on n'a pas de facture d'origine. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec le questionnement entre une facture archivée par l'administration, enfin Chorus Pro, archivée doctement, suivant des procédures facilement accessibles par l'administration, et une autre qui serait archivée par Orano, suivant des critères qui ne sont pas forcément connus. En cas de contrôle fiscal, en cas d'opposition entre deux exemplaires,
le juge administratif serait enclin à donner voix au chapitre à cette facture qui est détenue par une entité d'ordre privé, ou au contraire, celle qui est détenue par l'administration fiscale. En gros, la question que pose Arnaud, c'est une question basique. C'est face au fardeau de la preuve. Est-ce que le système qui est mis en place par l'administration fiscale n'en revient pas à nier ce principe basique commun à la matière administrative comme civile? La question sur la facteur d'origine où elle est, c'est là où le juge y trouvera son intérêt. Simple, basique, comme dirait l'autre. Jean-Mathieu, excuse-moi pour cette interruption, je te laisse continuer. Donc, très bien, c'est très intéressant. Alors, juste un chiffre, Orano, c'est aux environs 260 000 factures par an. Donc c'est vrai que du coup, cette logique de dématérialisation des processus est vue plutôt avec intérêt pour faciliter l'échange avec les partenaires. Ce qui est intéressant à voir avec le dialogue que j'ai pu nouer sur ce type de projet avec des responsables au niveau finance, c'est que finalement, la plateforme qui est mise en place est plus vue comme étant un instrument de dialogue vis-à-vis du fournisseur, plutôt que comme un moyen de substitution et un moyen de travail à part entière. Puisque par ailleurs, au sein des applications métiers sur ce volet-là, finalement, les informations dont on a besoin et que les commissaires aux comptes viennent encore consulter actuellement, sont dans ces applications métiers-là et pas véritablement vers la plateforme. Donc celle-ci est plus vraiment, encore une fois, vue comme un moyen de mise en conformité par rapport à la philosophie et l'objectif de la réforme, du coup, que vraiment comme un moyen de pleinement, du coup, se déresponsabiliser un petit peu des processus qui sont mis en place en interne. Donc voilà ce que je voulais évoquer pour la partie Orano. Et c'est vrai que c'est un frémissement en tant que professionnel de l'information que l'on voit venir, mais c'est un sujet du coup qui, avec la mise en application 2024, va venir de plus en plus crescendo, puisqu'encore une fois, la facturation est une typologie documentaire qu'il va falloir prendre en compte dans le cadre de toutes ces dispositions de normes et réglementaires au niveau de la dématérialisation des processus. Alors, ce qui est intéressant par rapport au cas d'Orano, on en parlait lors de la préparation, c'est que c'est l'anticipation. Et le projet de démat, il était même antérieur à l'obligation de facturation électronique. Donc ça, c'est peut-être quelque chose dont il faut faire bénéficier l'assistance en termes de préparation, anticipation, comment s'y prendre, comment s'y préparer. Et puis évidemment, pour rejoindre un peu le sujet du jour, ce qui est intéressant aussi, ce qui nous paraît éclairant pour Orano, c'est que ce sujet n'est pas que l'apanage de la compta fournisseur, compta client informatique. C'est que l'archiviste, le record manager, a un rôle important, essentiel dans la préparation et dans l'anticipation de ce projet. Peut-être peut détailler un petit peu ces aspects-là. C'est tout à fait vrai. Alors c'est vrai que la feuille de route du coup de la transformation digitale d'Orano avait intégré une mise en application en 2023 et finalement il a été décidé de maintenir cet objectif-là. Donc du coup c'est pour ça qu'on est un petit peu en avance de phase sur la mise en application. Je disais tout à l'heure que cette disposition sur la signature électronique, sur la facturation électronique avait été vue comme une opportunité puisque ça permettait du coup de faire progresser, de moderniser un petit peu les pratiques jusqu'alors. On avait à ce moment-là 2 entrées. On avait un volet vraiment papier avec une numérisation des documents pour les intégrer dans des applications métiers et disposer des données et derrière un archivage physique du coup des factures papier. Et on avait également la mise en place en fait d'un portail qui nous permettait de recevoir des mails qui étaient générés automatiquement avec des éléments de facturation. Et on a vu vraiment la mise en place de la facturation électronique comme étant une opportunité vraiment d'unifier un petit peu ces pratiques-là. Et donc il y a eu tout un volet aussi un petit peu conduite du changement et d'acculturation avec nos partenaires pour aller vers la mise en place d'un portail qui pouvait du coup vraiment permettre d'uniformiser les envois et la traçabilité au niveau de la facturation. C'est vrai que comme tu le disais Arnaud, quelque part en fait il y a un peu une analogie à faire entre la facturation électronique et la signature électronique. Sur la signature électronique, on
se sert de prestataires de services de confiance du coup, qui nous servent à créer des documents engageants derrière en recueillant le consentement de signataires. Et on crée du coup ici des documents qui sont pérennisés ensuite derrière et dont il faut maintenir l'intégrité dans le temps. Et finalement, la facture, c'est un petit peu pareil. On est avec un document du coup qui va être numérique natif et qui va être à préserver dans un environnement sécurisé pour pouvoir l'exhumer en cas de contrôle et en cas de besoin et pouvoir vraiment en disposer avec des éléments de fiabilité. Et c'est en cela du coup qu'Orano a eu ce réflexe d'utiliser le système d'archivage électronique que nous avons mis en place par ailleurs pour des données sensibles et pour des préservations long terme d'un certain nombre d'informations, pour du coup considérer que la facture devait être une typologie documentaire à part entière qui devait être archivée dans un environnement sécurisé avec du coup la maîtrise de son cycle de vie pour la durée de conservation des factures émises. Je vais juste me permettre une petite remarque. Il y a un mot qu'il a utilisé que j'ai beaucoup aimé, c'est allez, je me remets. Hop là. Il y a un mot que Jean-Mathieu a utilisé que j'aime bien, c'est déresponsabilisation. Le problème, c'est que lorsque l'on confie ces factures à quelqu'un, on peut considérer qu'à un moment donné, notre responsabilité d'émetteur est transférée vers celui qui conserve effectivement. Comme l'a très bien expliqué aussi Arnaud, il a expliqué quels engagements, etc. Mais moi, c'est au-delà. C'est la notion de responsabilité. Je vous ai dit au tout début de cet atelier que la facture est un document à plusieurs portées, commerciales, civiles, fiscales. Quand on regarde par le bout de la lorgnette uniquement le volet fiscal, il y a des choses qui permettent de gérer. Bien, pas bien, ça existe. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de pot? La facture conservée par Chorus, il y a un incident massif et disparaît. Et je me retrouve dans un litige commercial et je dois pouvoir utiliser la facture d'origine. Je me suis retrouvé avec des juges qui m'ont demandé une facture d'origine, c'est-à-dire l'impression n'était pas suffisante. Ça arrive, j'ai quelques cas de jurisprudence dans le domaine privé qui me disent « je veux une facture électronique mais une vraie ». Sympa, hein ? Donc, si je ne peux disposer de cette facture électronique conservée de manière fiable et que je me retrouve avec l'impossibilité d'avoir la facture d'origine, comment moi, dans un débat commercial, je vais pouvoir utiliser cette facture? Il y aura peut-être un commencement de preuve, mais qui pourra être combattu par une autre personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une nécessité de vigilance. La gratuité ne doit pas masquer les exigences qui sont derrière et que nous devons, en tant qu'émetteurs, continuer à porter. Évidemment, ici, on a une vision du côté tiers de confiance. Évidemment, on parle d'archivage, tout ce que vous voulez. Mais là, ce qui est mis en avant, c'est la maîtrise des personnes, des entités, par rapport à des éléments d'ordre fiscal. Nous ne devons pas être pieds et poings liés face à cette donne, mais au contraire avoir la possibilité de contester et de ne pas nous retrouver prisonniers par une facture que nous ne portons plus et dont nous ne sommes, au bout du compte, pas si responsables que ça. C'est ça qui est aussi au cœur au cœur de cette question. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, ça veut juste dire qu'il faut réfléchir. Alors, peut-être juste à ce stade, une petite remarque. Quand on parle d'archivage gratuit, ça veut dire que c'est le contribuable qui paye, hein, que ce soit l'entreprise ou le particulier. Donc ça, c'est juste pour resituer la notion de gratuité. La gratuité, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Bon, ceci dit, il faut quand même qu'on puisse rappeler que par rapport à cette généralisation de la démat de la facture électronique, les acteurs du numérique de confiance sont plutôt enthousiastes, positifs, intéressés. Ça met en œuvre quand même tout ce qui est lié à la sécurisation des flux, à la traçabilité. Ça va être des enjeux très importants. Ce sont nos métiers, nos savoir-faire, nos expertises. Mais on va quand même parler de l'archivage parce que ça nous embête un petit peu, vous l'avez compris, même si on ne va pas se fixer que là-dessus.
Et là, je me tourne à la fois vers l'expert juridique, mais aussi le praticien. Archiver la facture, c'est bien, mais souvent dans les SAE, on va archiver une facture, un bon de commande, un bon de livraison, on va tout un environnement documentaire lié à la facture. Là, la plateforme publique, a priori, ne va pas proposer ça. Comment ça va être géré au niveau d'une entreprise et quelle analyse juridique on peut en tirer. Après, on va passer les questions à la salle pour quand même que vous ayez le temps de participer, poser des questions et puis contribuer, puisque nous avons aussi des experts dans la salle. Si tu veux, tu choisis. Allez, on va prendre celui-là. C'est vrai que du coup, effectivement, l'idée était la suivante, c'était de se dire, on dispose d'une facture qui est effectivement archivée en Y, donc dans un portail de l'autre côté, mais on conserve nous-mêmes en interne un certain nombre d'éléments, encore une fois, autour de l'environnement du document. Du coup, donc l'idée est vraiment de conserver ces traces au moyen de l'horodatage que permet un système d'archivage électronique, et vraiment d'être en capacité, éventuellement, si c'est l'autre document qui est sollicité, de fournir ces éléments de contexte derrière un petit peu pour expliciter peut-être le contexte. Et c'est vrai que des différents REX qu'on a pu effectuer avec d'autres grands groupes sur le sujet, finalement, l'approche est vraiment la même. C'est de se dire, il faut que l'on puisse disposer de traces, d'éléments de preuve, même en cas d'avarie technique, en cas d'indisponibilité du document d'origine, pour reconstituer probablement un environnement, se dédouaner peut-être d'une responsabilité ou prouver peut-être une bonne pratique également. Et c'est vrai que dans l'univers qui est le nôtre, plus encore aujourd'hui avec les cybermenaces sur éventuellement des attaques ou des plateformes, le projet a été vu également sous l'angle gestion des risques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut potentiellement risquer s'il y a une indisponibilité de l'information. Et forcément, dans des groupes industriels comme le nôtre, une indisponibilité au niveau d'une facturation peut peut-être entraîner un blocage sur un déroulé projet, peut-être un acheminement de commandes. En tout cas, quel que soit le domaine d'activité, forcément, ce manque, cette absence à un instant T peut peut-être provoquer un blocage ou éventuellement causer des problèmes au niveau d'un déroulé d'activité naturelle. L'argument à prendre en compte, même si évidemment elle se pose pour Orano de façon différente à des entreprises de plus petite taille ou sur des secteurs peut-être moins sensibles. L'archivage des bons de commande, des bons de livraison associés à la facture Il faut. Non, en fait, je vous explique. Là, moi, comment dire, il y a la réalité fiscale. On sait très très bien qu'une opération se comprend du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire du moment où on démontre, où il y a le bon de commande qui est émis, jusqu'au moment de la livraison et au moment de la facturation. C'est comme ça qu'on peut démontrer une opération. D'un point de vue commercial, c'est également le cas. C'est-à-dire que la facture n'est pas un document isolé, mais constitue l'aboutissement de toute une opération. Donc, conserver ces éléments d'ordre contextuel, de contexte, c'est ça qui apporte une différence dans le cadre, excusez-moi, je suis déformé, je suis avocat, d'un procès. C'est-à-dire, moi, ce dont j'ai besoin, ce que je vais demander à mes clients, c'est tout ce que je vais pouvoir utiliser pour apporter la preuve de la bonne foi, du paiement de la facture ou de la bonne réalisation de la prestation. Et je prends tous les éléments, du bon de commande, s'il y a un appel d'offres, je prends l'appel d'offres, etc. Donc, pour moi, décorréler la facture du reste du flux commercial est une... Je ne sais pas comment on va pouvoir la recoller, entre guillemets, si jamais on se retrouve... Parce que pour moi, cet archivage gratuit, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est tout ce qui ça va consister en développement informatique pour pouvoir l'intégrer au sein de la boîte. Parce que l'air de rien... on a des boîtes comme Orano qui ont ce travail de duplication, entre guillemets, je résume, hein, Jean-Mathieu, mais il y en a d'autres qui vont s'appuyer uniquement sur cet archivage gratuit Chorus Pro. Très bien, mais comment est-ce qu'on va pouvoir assurer une cohérence par rapport à une transaction? Ça va demander du boulot. Et l'archivage gratuit qui sera fait par Chorus Pro, peut-être qu'en interne, on va devoir débourser pour avoir des développements informatiques de traces et essayer de mettre des choses en place. Il y a ça aussi. Donc, la gratuité, je m'en méfie, moi, de toute façon.
Donc vous aurez sans doute compris, pour résumer, que les représentants de la FNTC sont assez enthousiasmés par le projet de dématérialisation de la facture, sa réalisation, elles sont bien fondées, et émettent quelques réserves, pour ne pas dire plus, sur le volet archivage gratuit par la plateforme publique. C'est le moment où on va partager avec vous des questions, des contributions. Je sais que la première question est un peu difficile à poser. Juste au moment où j'allais dire que la FNTC offrirait sur son stand un crocodile Haribo à celui qui poserait la première question. Et c'est voilà. Mais donc, Jean-Louis Pascan, peut-être une question ou une contribution, oui, un commentaire peut-être. Une estimation sur les stocks à archiver. J'ai cru voir ça sur un blog. Alors, la première chose, c'est que c'est soi-disant applicable en 2024, sauf l'article 1 de l'ordonnance, qui dit que désormais, la signature pour les factures, c'est du qualifié au sens IDAS. Oui, c'est de la SEQ, ouais. Voilà, 80% des applications aujourd'hui ne sont pas comme ça. Donc 80% des gens qui ont mis en place des applications avec de la signature électronique de facture, vu du fisc, ça vaut 0. Il passe sur la piste d'audit dans ce cas-là. Ou alors il passe sur la piste d'audit et on en revient. Voilà, donc on revient au point de départ, puisque là, j'ai un client qui l'a fait. Il a compris la douleur. Hein. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 formats prévus pour les factures. Et vous n'avez pas l'obligation de recevoir dans les 3 formats. Donc les plateformes devront convertir. Donc au niveau de la facture d'origine, vous partez par exemple avec une facture UBL, ça arrive sur une plateforme, le destinataire dit c'est du C2I, et il y a une conversion, et donc vous avez 2 facteurs qui sont illisibles pour les humains. Donc je ne sais pas, le fisc voudra un visuel, donc vous aurez 2 visuels différents, youpi pour aller chez le juge. C'est ça. Donc, cette intervention de Jean-Louis Pascon nous permet effectivement de revenir sur les formats hein, C2I, UBL, FactureX. Voilà, ça c'est dit. Son crocodile, moi, il a gagné son crocodile, donc peut-être une deuxième question. Nous avons un vice-président de la FNTC en charge de l'archivage. Il est là-bas au fond, il se cache. Une intervention, une contribution. J'avais pas prévu cette intervention. Je crois qu'on est sur un sujet qui est effectivement un sujet très important. L'histoire de l'archivage, tu l'as dit au début, Arnaud, en fait, il y a une incompréhension des acteurs du marché, en tout cas au niveau de la fédération, qui regroupe pas mal de tiers de confiance certifiés, un archivage électronique, qui est un gros effort, un gros investissement d'ailleurs pour atteindre ce niveau, qui ne comprennent pas pourquoi cet archivage a été intégré dans la demande de dérogation et qu'il y a cette volonté de l'intégrer dans la plateforme de service, alors qu'il y a déjà, comme tu l'as dit, beaucoup de choses à faire, tellement de choses à faire pour assurer la réussite de ce projet. Voilà. Alors, personnellement, je pense que c'est peut-être une visée politique, de nature à favoriser l'adoption de la démat, mais de toute façon, c'est une obligation, donc l'incompréhension subsiste. On ira jusqu'à... Oui, est-ce que... J'ai une petite question à vous poser. Vous, par rapport à cette réforme, comment vous la voyez ? Une opportunité, une chose dont on n'a pas encore bien qualifié les avantages et les risques, ou au contraire, quelque chose de... Enfin, qu'est-ce qu'elle représente, la réforme, pour vous ? Parce que nous, on a une vision... Pardon ? Une opportunité. Vous voulez peut-être... Non ? Une question. Juste, Pascal, une petite question comme ça. Là, c'est acté vraiment que Chorus Pro va être service, allez, je vais l'appeler service d'archivage électronique de la facture. Quand tu prends le document de décembre 2021, on parle d'un archivage gratuit et les bruits de couloir. Donc, ce n'est pas acté expressément, si c'est ça le point. Donc, effectivement, mais vu comment c'est fait et vu par rapport à certaines demandes budgétaires, il nous semble que c'est Chorus Pro. Peut-être qu'on se plante, hein, mais ouais. Je vois pas, peut-être autre chose, mais bon. D'ici 2024, ça peut évoluer. Parce qu'il y a quand même, Arnaud l'a dit tout à l'heure, il y a une question de sénateur. Alors bon, qu'est-ce que c'est qu'un sénateur au milieu de beaucoup de parlementaires ? Mais est-ce qu'il y a bon espoir ? Je
connais évidemment les travaux que la FNTC a fait là-dessus, d'essayer de faire évoluer cette partie-là, en tout cas sur l'archivage. On verra. Je ne peux pas te faire de réponse. On est à notre place. On est là un petit peu en mouche du coche. Encore une fois, on est partant pour la démat parce que ça serait totalement contre notre ADN, mais on n'est pas là pour faire tout et n'importe quoi. On est là pour avoir une approche construite, commune, synergique. Là, c'est fait un petit peu en forçant certaines portes. C'est ça le problème. C'est pas encore gravé dans les textes, raison pour laquelle on s'exprime. Puis peut-être, si vous êtes d'accord, pouvez-vous le relayer. En revanche, tous les groupes de travail, les ateliers, les réunions de la mission facture électronique de la DigiFIP, ils sont sur ce scénario. Il n'est pas hypothétique, il n'est pas conditionnel, il est considéré comme faisant partie du périmètre aujourd'hui. On s'achemine plutôt vers ça, c'est pour ça qu'on couine un peu, sinon, voilà. C'est pas écrit expressément, mais on peut le penser. Officiellement, c'est pas dit. Peut-être vous présentez. Bonjour. Donc moi j'entends vos inquiétudes. Je manque d'informations sur le Chorus Pro existant au niveau des flux avec les collectivités territoriales ou avec l'État. Aujourd'hui, cet archivage 10 ans n'existe pas sur le Chorus Pro actuellement en place. Alors, sur le Chorus Pro actuel, je ne sais pas pour les 10 ans. Si, ça existe déjà. Ça existe. Oui. Benjamin. Allez-y. Oui, pardon. Sur le Chorus Pro, c'est juste une mise à disposition, c'est pas un archivage. L'émetteur est censé assurer son propre archivage. L'autre problème étant par contre que Chorus Pro devait faire signer électroniquement pour que ça réponde à une facture électronique et que ça n'a jamais été mis en place et accepte des factures PDF simples. Si, il pourrait y avoir un leak. D'autres questions ? D'autres questions? On ira jusqu'à consacrer un deuxième crocodile Haribo pour ceux qui les posent sur le stand de la FNTC. Vous pouvez dire d'ailleurs si vous avez des questions. Oui. J'ai une deuxième question, elle s'adresse à l'avocat que vous êtes. Alors, j'ai bien compris effectivement que ces plateformes PDP ou étatiques allaient notamment analyser ou collecter les flux de TVA en temps réel. Je me pose la question pour les entreprises qui fonctionnent en BNC, parce que la déclaration de TVA se fait au moment de l'encaissement et non pas de la facturation. Est-ce que vous avez des précisions quant à la manière dont ça va fonctionner? C'est bien là le problème, je n'en ai pas. Nous n'en avons pas. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes dans une démarche, on est aux prémices de tout cela. Le problème par rapport à ça, c'est comment ce projet, ce programme va réellement se mettre en place. Et on est là pour dire, attention, il y a des risques. Soyons vigilants. Soyez vigilants aussi de l'autre côté. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est ça qu'on dit. Hein. Pour les BNC, je ne sais pas si vous voulez répondre. Vous avez la réponse? Je sais pas. J'ai pas l'info, moi. Oui, bonjour. Alors, pour les BNC, ils ont quand même indiqué, puisque j'ai suivi tout le cycle concernant... Ah, pardon, excusez-moi. D'accord, je n'ai pas trop l'habitude. Ouais, pour les BNC, donc il y a le cycle de facture. C'est-à-dire qu'il va y avoir le moment de l'émission et le moment du paiement. Et donc, quand on émet une facture avec effectivement la liquidation de la TVA au moment du paiement, il faudra émettre un deuxième message. Après, moi, j'avais... ça fait longtemps que je suis tout ça. Il y a aussi le secret des affaires qui se pose comme question. Alors, autant des affaires. Autant pour les entreprises de défense, le sujet a été effectivement traité, puisqu'elles ne passeront pas par les plateformes. Mais quid de l'ensemble des... Moi, l'aspect technique, il a prévalu, et puis finalement, personne ne se pose les questions sur les grands principes juridiques. Enfin, bon, pour l'archivage, sinon, bah oui, la piste d'audit demeure, donc...
notre recette contribution, effectivement, sur le secret des affaires. Concernant le BNC, il est possible qu'il y ait les réponses parce qu'il y a beaucoup de production de documentation en ligne. Et il faut savoir que c'est un projet immense, protéiforme. Vous avez tous les hébergeurs qui sont en train de commencer à regarder ce que c'est Secnum Cloud parce qu'ils savent ce que c'est, ils vont l'être dans 2-3 ans. Enfin, voilà, il y a beaucoup de volets de sous-projets dans le projet. Donc il est possible que les réponses soient ébauchées, mais je ne serai pas en mesure de vous donner la réponse sur ce sujet-là. Sur le secret des affaires? Non, sur le BNC, secret des affaires. Là-dessus, sur le BNC, je reste. Donc je facture, voilà. Secret des affaires, je facture un prestataire australien parce que je vends des sous-marins. On est tranquille. Hein. Tu peux tout faire, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est déjà su. Non, le problème sur le secret des affaires, justement, c'est que, comme l'a très bien dit monsieur, il faut savoir qu'en ce moment, il y a tout un mouvement au niveau de e-discovery pour justement gérer le secret des affaires et la communication dans des cadres judiciaires de certaines informations. Donc, là, je vous parle juste du e-discovery, mais vous voyez bien ici les exigences de sécurité et de confidentialité qui doivent être sous-jacentes. Mais encore une fois, on n'a pas les infos, on ne sait pas comment ça va se mettre en place tout ça. Et c'est là la problématique. On ne sait pas. Je crois qu'on va respecter l'horaire pour la conférence suivante. Merci pour votre participation, pour votre écoute, pour vos interventions. C'était bien beaucoup. Sympa. Donc on peut poursuivre les échanges sur le stand de la FNTC pour poursuivre les échanges, découvrir la FNTC et peut-être prendre un crocodile à Ribot s'il en reste. Merci.